Oui, la sexualité des hommes hétérosexuels est triste parce qu'elle manque d'imagination, elle manque d'ouverture, elle manque de partage. Et elle est triste aussi parce que cette sexualité, elle est extrêmement égoïste. Les hommes ne se remettent pas en cause. À aucun moment, la plupart vont se demander qu'est-ce que ma copine attend, qu'est-ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle prend vraiment du plaisir, est-ce qu'elle prend du plaisir avec mon sexe ou est-ce que je devrais peut-être le déconnecter et penser plus aux caresses, aux câlins et autres. Mais pour que la sexualité de ces mecs, on va dire hétérosexuels, change, il faudrait qu'il y ait une remise en question. Et est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Parce que se remettre en question dans le lit, c'est aussi se remettre en question dans la vie. Pour être moins égoïste, être plus dans le partage. Et est-ce que ça, ils sont prêts à le faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Demain. Comment sortir d'une sexualité centrée sur la performance? C'est une question que nous explorons aujourd'hui avec Sainte Paluche, auteur du livre Je bande donc je suis et de la BD Moi et elle. À travers ses écrits et son travail de journaliste, il nous invite à déconstruire le culte de la virilité et de la performance masculine. Il partage ses réflexions sur l'impact des attentes sociales et la manière dont elles influencent le quotidien des hommes. Dans cet épisode, nous approfondissons son travail d'enquête sur les comportements masculins, en mettant en lumière la pression qu'exercent les normes sociales sur l'intime et la manière dont elles façonnent les relations. Sainte Paluche propose une vision alternative, plus ouverte et libérée sur ces cadres rigides, en abordant à la fois le poids de la virilité et la quête d'une expression plus authentique de soi. Il explore les liens entre l'intimité, les attentes sociales et l'impact que cela a sur la construction identitaire des hommes. Une conversation pour repenser la masculinité et se libérer des stéréotypes et des attentes de performance imposées aux hommes. Bonne écoute. Salut Sainte Paluche. Salut. Bienvenue sur Dama Homme. Comment tu te sens? Quelle est l'humeur du jour? Ça va, je vais bien. Une bonne matinée. Je t'accueille avec grand plaisir, avec une nuit un peu courte, je sais pas si c'est à pleine lune, mais impossible de m'endormir, mais il y a quand même de la joie de te recevoir. Et comment tu te présentes au monde? Comment je me présente au monde? C'est assez difficile, j'ai envie de dire. Je suis un journaliste. Ouais, je suis un journaliste qui a toujours été intéressé par les questions qui touchent à l'intime. L'intime, c'est pas que la sexualité, c'est aussi qui on est, comment on réagit par rapport à l'autre, comment on se positionne par rapport à l'autre. Et l'intime, c'est aussi, si on prend le sexe pur, c'est quelle importance on va donner à l'autre. Quand je fais l'amour avec une personne, si un homme fait l'amour avec une femme, est-ce qu'il fait attention à ses attentes, à ses désirs, à son souffle, à son regard, ou est-ce qu'il est juste concentré sur son plaisir à lui? Et à partir de là, je me suis toujours demandé si une personne est égoïste au lit, est-ce qu'elle ne l'est pas aussi dans sa vie? Si une personne est centrée sur elle
au lit, est-ce qu'elle ne l'est pas aussi dans sa vie? Et si une personne n'est pas capable d'écouter les besoins, le ressenti de l'autre au lit, est-ce que dans la vie, ce n'est pas une personne égoïste? Donc pour moi, l'intime, c'est un peu le reflet de la personne qu'on est au quotidien. C'est pas calqué, bien sûr, hein, sinon ça serait trop simple, mais ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Une personne qui est à l'écoute sur vous, sur ce que vous avez à dire dans votre sexualité, ben c'est une personne, je pense, qui sera à l'écoute au travail, avec sa famille, avec ses enfants. Si un passant lui demande de l'aide dans la rue. Ouais, l'égoïsme. Est-ce que l'égoïsme de nos coucheries ou le non-égoïsme de nos coucheries ne nous définit pas? Et donc ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours trouvé une grande honnêteté dans la sexualité, une grande honnêteté de qui on est en fait. Et j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aimé lire, me renseigner, discuter sur ces questions-là. Donc peut-être que je passais pour le mec un peu trop ouvert, un peu trop porté sur la chose. Mais moi, c'est pas que j'étais forcément porté sur la chose. C'est juste que ça m'intéressait et en parler avec un anthropologue ou une dame de 60 ans ou avec des étudiants, ouais, c'est intéressant. Ouais, tu sentais qu'il y avait un truc qui se jouait de ce côté. Ouais, il y a vraiment un truc qui se joue de ce côté. Par rapport au côté pudique, par rapport au côté ouvert, par rapport à ta tolérance et à ta bienveillance. Si on prend l'exemple, parce que je l'ai étudié, si on prend l'exemple du milieu libertin, le milieu libertin, je parle pas du milieu sexpo, je parle vraiment du milieu libertin. Dans le milieu libertin, c'est beaucoup d'hommes qui viennent se vider les couilles. Clairement, il faut le dire vulgairement. Ils se vider les couilles. Ils sont hétéros, ils ont envie de niquer, ils viennent, ils ont une érection, ils pénètrent, ils ont une éjaculation, ils sont contents. Le bonheur de la femme avec qui ils ont couché, parce que bien sûr, ils ne couchent qu'avec des femmes, le bonheur de la femme, son attention, son plaisir, son désir, non, ils voulaient juste se vider. Et il y a beaucoup d'hommes dans les clubs libertins, quand ils y vont avec leur femme, ils ont traîné leur femme. Bien sûr, ils l'ont pas frappé pour l'amener, mais ils ont fait ce travail de sape où durant des années, allez ma chérie, allez, viens. Et donc la femme a fini par céder. Donc il y a une forme d'égoïsme. Et je trouve que notre intime est politique, et notre intime en dit beaucoup sur nous. Vraiment, on dit beaucoup. On dit beaucoup. Et oui, j'ai pu en parler avec les femmes autour de moi, les amis, tout ça. Quand ça se passait bien avec un mec au lit, très souvent c'était un mec curieux, cool, attentionné. Bien sûr, il avait des défauts, on en a tous, hein, mais c'était pas un connard fini. On va y venir, merci. Et Sainte Paluche, ouais, quand j'ai découvert ton compte, je me suis dit Sainte Paluche, c'est un nom bien marquant. D'où ça vient, pourquoi? Un ami qui bosse dans la pub, il m'a dit t'as trouvé le nom parfait, il m'a félicité pour ça. Grave. On va plutôt prendre le deuxième mot de mon pseudo, paluche. La paluche, c'est une main en français. Mais dans certaines régions de la France, la paluche, c'est aussi la branlette. C'est pas la masturbation, c'est vraiment le terme vulgaire, la branlette. Je vais me faire une paluche, c'est je vais me branler. Une petite paluche, c'est une petite branlette. Et je me rappelle, c'est apparu au lycée avec des potes pour rigoler, pour dire je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Au lieu de dire je m'en branle, qui est une expression pour dire je m'en fous si je m'en branle, nous on disait je m'en paluche. Je m'en paluche. Et quand on rigolait aussi avec ce même groupe d'amis, pour dire je rentre à la maison, je vais rien faire, pour rigoler, on dit allez, je rentre à la maison, une petite paluche. On n'avait pas du tout se masturber, hein. C'est juste que pour dire je rentre à la maison, j'allais rien faire. Et donc ce terme paluche, il a toujours été dans mon vocabulaire depuis le lycée. Vraiment pour dire je m'en fous, on s'en fout, on passe à autre chose. C'est bon, on s'en paluche. Et donc c'était on s'en fout. Donc le terme paluche lié à la masturbation et à ce côté un peu déconnant, je voulais travailler avec. Donc quand j'ai créé mon pseudo, je voulais qu'il y ait paluche. Et le champ lexical de la religion m'intéresse énormément. La religion, je trouve ça très intéressant. Toutes les religions, je les trouve très intéressantes. J'ai d'une famille religieuse. Et même les différentes religions, moi, ça m'a toujours intéressé. Le champ lexical de la religion, je trouve ça très beau. Donc c'était normal de l'associer. Paluche, c'est féminin. J'ai juste accordé. Simple, paluche. Et ton premier bouquin, il a un titre aussi bien évocateur et qui, moi, aussi m'a interpellé dès le début, qui s'appelle « Je bande ».
donc je suis. Comment tu pourrais le pitcher, ça, ton bouquin? Tout d'abord, rendons à César ce qui est à César. Le titre, il n'est pas de moi. Il est de mon éditrice Katia. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le livre, forcément avec l'éditeur, en parallèle, on pense à la couverture, on pense à la date de sortie, on pense au titre, et c'est elle qui a trouvé ce titre. Et j'ai dit franchement, banco. Franchement, je me rappelle, Katia, on était posé dans la maison d'édition, je dis meuf, franchement, bravo, c'est parfait. Ce livre, il décrypte les mécanismes de pensée des mecs, des mecs principalement hétéros. Dans leur approche de la sexualité. Et la sexualité, vu qu'elle détermine comment, pour moi, hein, c'est ma théorie, comment tu te comportes au lit, ça en dit beaucoup sur comment tu te comportes dans la vie. Donc, en étudiant la sexualité des mecs, on étudie un peu comment ils sont dans la vie de tous les jours, comment ils sont au quotidien. Et c'était important de découper les différentes pratiques, les différentes attitudes, pour savoir... pour expliquer comment les mecs peuvent réagir. Typiquement l'image du mec soumis. L'image du mec soumis qui aime bien se faire fouetter, qui aime bien se faire dominer, que ça soit verbalement ou physiquement. Dans l'esprit de beaucoup de mecs, c'est un sous-homme. C'est pas un sous-homme, c'est pas quelqu'un de valide. Ils te diront vulgairement c'est une fiotte, ce qui est extrêmement vulgaire et méchant. Alors que non. Tu peux être un homme soumis... et être très viril, et être très fort, et être un super mec gentil et attentionné. Je parlais aussi du culte de la performance. Avoir eu plein de copines, pénétrer, avoir un gros et imposant sexe, tout cela, dans ta sexualité, c'est pour te prouver que t'es un homme fort. C'est même pas pour le prouver à la femme, c'est pour te le prouver à toi dans ton rang social de mec. Ta sexualité... une sexualité égoïste qui te permet d'être valide auprès des autres hommes ou auprès de toi-même devant ton miroir. Donc ouais, j'ai vraiment cherché à décrypter, à expliquer les mécanismes de pensée des mecs dans le cul. Et vu que pour moi le cul est lié à la vie de tous les jours, c'était faire un parallèle important. Ce travail, comment tu l'as mené? Le travail pour le livre? Ouais. Le travail pour le livre, en fait, vu que c'est un essai, j'ai vraiment bossé comme un journaliste. J'ai fait énormément de recherches grâce à ma page. C'était génial. Je parlais à des hommes, à des femmes. Je leur disais que je préparais un livre sur telle thématique. Est-ce qu'on peut aborder ça? Les gens répondaient à telle story ou à tel article. Donc, ça touchait à un chapitre de mon livre. Donc, je leur demandais si c'était possible de creuser. Donc, grâce à ma page. J'ai interviewé aussi et enquêté auprès des hommes autour de moi. Beaucoup d'hommes autour de moi, et j'ai fait un travail sur moi. J'ai lu, mais j'ai pas lu tant que ça, parce que pour moi, ce livre, c'était important d'avoir l'homme de tous les jours, l'homme lambda, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est l'homme de tous les jours, pas l'homme intellectuel. L'homme intellectuel, par exemple le chercheur ou la chercheuse que j'aurais pu aller rencontrer dans sa salle, dans une faculté ou dans un institut. Il va me parler avec sa casquette de spécialiste. Moi, je voulais l'homme et la femme de tous les jours. Donc, j'ai sondé autour de moi. Sondé d'un point de vue virtuel, quand je dis virtuel, grâce à ma page qui m'a permis de faire énormément de recherches. Donc, je notais, j'archivais. Bien sûr, j'ai respecté le côté anonyme de tout le monde, mais je notais, c'était intéressant, telle réaction. Et après, les hommes autour de moi, quand je dis les hommes autour de moi, c'est pas forcément mes amis, hein. J'étais invité à un anniversaire, je parlais avec un mec, ça se passait bien. Je dis je prépare un livre dessus. Toi, tu penses quoi de ça? Et il me répondait. Et dans mon iPhone, j'allais dans Notes et je notais pour pas oublier. Mais le boulot de recherche, en toute honnêteté, il a pris à peu près 14 mois, ce que je trouve énorme. Il a pris 14 mois. Et selon mes calculs et mes notes. Rien qu'en mec, je suis à plus de 300. À plus de 300 à travers la France. Plus de 300 mecs à travers la France qui se sont confiés et qui ont accepté de me parler. Et plus les femmes. Parce que même si les femmes, leurs témoignages sont moins présents dans le livre, je me suis beaucoup servi au sens premier
pas au sens je me suis servi en faisant du mal, je me suis beaucoup servi des mots de ces femmes qui me disaient putain on n'en peut plus des mecs quand on baise avec eux, une fois qu'ils ont éjaculé c'est fini, ou les mecs t'as l'impression qu'ils se regardent quand ils font l'amour. Et là je leur dis ça veut dire quoi qu'ils se regardent quand ils font l'amour? Ils disent ils sont là, ils font l'amour mais ils pensent qu'à eux. Aucune attention, aucun regard, aucun mot, aucune douceur pour toi. Et les échanges avec les femmes, même s'ils sont moins présents dans le livre, ils ont servi à nourrir mon propos et ma réflexion. Donc ouais, durant 14 mois, tu discutes, tu échanges, tu relances, tu envoies des mails, tu passes des coups de fil, tu vas te poser dans un café, t'es à l'anniversaire d'une amie et au lieu de danser, il y a telle fille qui te dit un truc trop intéressant pour ton livre, donc tu dois prendre à l'écart et tu l'interviews. Et après, au bout de 20 minutes, quand t'as tout noté, tu fais ah ben c'est bon, merci beaucoup. Voilà. Donc ce livre, ça a été énormément de recherche de terrain. Et après, moi, ça m'allait parce qu'en tant que journaliste, j'adore la recherche de terrain. Pour n'importe quel de mes sujets en tant que journaliste, vu que dans le journalisme, je ne bosse pas sur la sexualité, j'ai juste appliqué ce que je savais faire. Aller voir les gens, leur poser une question et écouter. Moi, on m'a toujours appris que pour faire des bonnes interviews, tu dois écouter les gens. Parfois faire des relances, mais écouter les gens. Et je les écoutais. Et ce livre est né ainsi. J'ai été super bien accompagné et guidé par mon éditrice Katia. Des éditions Kiwi. Dans l'exemplaire que tu m'as envoyé, que tu m'as signé, que t'as mis tout ton âme. C'est quoi qui te tenait à cœur dans ce projet? C'est pas simple de parler de la sexualité. Parler de la sexualité, ça reste quelque chose de très intime, de très personnel. Si vous en parlez, on vous prend pour un pervers. Si vous en parlez, on vous prend pour quelqu'un de déviant. Si vous en parlez, on vous prend pour quelqu'un de débauché. Et il y a ce côté aussi honteux par rapport à son sexe, l'organe génital, et aussi de ce qu'on peut en faire. Moi, je viens pas d'un milieu où on parle de la sexualité facilement. Je viens d'un milieu où on n'en parle pas du tout. C'est simple, on n'en parle pas du tout. Donc oui, il y a ce côté honteux avec la sexualité. Donc à partir du moment où j'ai réussi, où j'ai essayé d'aller au-delà de ma honte et de ma gêne, ben oui, j'ai mis mon âme et mon cœur. J'ai mis mon âme et mon cœur parce que je me suis livré. Et Jean Bande, donc je suis, c'est quelque chose que tu ressentais, toi, en tant qu'homme? Ouais, en tant qu'homme, l'érection matinale, l'érection quand t'es excité, l'érection quand tu te masturbes, c'est quelque chose qui te fait sentir homme, qui te fait sentir fort, qui te fait sentir valide. Une érection, c'est beau une érection en soi. Je parle. Quand tu bandes, t'es content de bander parce que tu te sens exister. Dans le livre, pour ceux qui l'ont pas lu et pour ceux qui l'ont lu, je parle du moment du priapisme. Ce fameux épisode où l'homme à l'hôpital, il est médecin. Et il y a cet homme qui débarque avec un priapisme, c'est-à-dire un priapisme, c'est une érection qui ne diminue pas, qui ne retombe pas. C'est extrêmement dangereux parce que c'est extrêmement dangereux pour l'homme. Et le médecin qui me raconte ça, il me dit le mec qu'il arrive, en plus il est jeune. Donc en fait, tu es jeune, tu ne bandes plus, donc tu n'existes plus. Il me dit Karim, il est jeune, il est beau gosse, il a à peine la trentaine, et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de lui couper les nerfs. Donc il ne bandera plus. Et là, quand il me l'a raconté, et quand après je l'ai raconté à d'autres amis, et quand je l'ai écrit, mais t'as une douleur interne. Tu le vis. Tu le vis directement pour le mec. Le fait de ne plus bander alors que t'es encore jeune, alors que t'es encore valide, mais tu n'existes plus. Et surtout, tu te demandes qu'est-ce que je vaux. Et c'est ça à déconstruire maintenant dans notre société. C'est que notre sexe, est-ce que notre sexe, c'est-à-dire le pénis, peut apporter et provoquer, ne nous définit pas. C'est pas parce que c'est pas parce que je bande mou, c'est pas parce que j'ai pas un sexe imposant, c'est pas parce que en pénétration je ne tiens pas 47 minutes, c'est pas parce que mon sexe n'est pas adoré par tout le monde que je ne suis pas un homme intéressant et qui mérite de vivre et d'avoir de belles histoires. Ça peut être des histoires amicales, amoureuses, professionnelles. Mais on a encore une société où notre sexe nous définit énormément. On pense pour moi, les hommes pensent à travers leur sexe et ils se définissent trop par rapport à lui. Ils se définissent trop, même pas physiquement, intellectuellement. Parce que j'ai un pénis, je serai supérieur.
parce que j'ai un pénis, je dois conquérir, parce que j'ai un pénis, je dois être fort. Mais non, en fait. Mais non, pas du tout. Oui, puis phallocentré, comme tu dis. Mais bien sûr. Comme tu l'exprimes dans le livre. Ouais. Moi, là, on parle du livre Je bande donc je suis, mais je vais vous livrer une anecdote par rapport à ma première BD, qui est mon deuxième livre, Moyenne. Ouais, Un monsieur de 75 ans a lu la BD. Et il s'y est reconnu. Donc déjà, ça, c'est une énorme victoire. Moi, qu'un homme me dise qu'il s'est reconnu dans le texte, c'est-à-dire que, j'ai pas raconté du flan. Et en plus, 75 ans d'une autre époque, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas raconté du flan, et que le problème perdure. Et que et en toute honnêteté, sans fausse modestie, que j'ai bien fait mon travail. Et en se confiant, il dit, moi, mon problème, c'était mon pénis. Plus jeune, dans le vestiaire, j'avais un petit sexe, je me sentais dévalorisé. Personne se moquait de moi, mais au fond de moi, je me sentais dévalorisé. C'est-à-dire, notre sexe nous détermine, malheureusement. Et c'est en ça qu'il y a un travail à faire. Se désidentifier. Ouais, se désidentifier de son sexe. T'es pas plus fort, t'es pas plus important, et t'es pas prioritaire parce que t'as un pénis. C'est ton pénis, il est à toi, c'est super. Amuse-toi avec, mais tout en respectant, si c'est avec des personnes, tout en respectant le consentement et le désir de l'autre ou des autres. Mais pour toi, c'est génial, mais t'es pas obligé de prendre t'es pas obligé de prendre plus de place que ça parce que t'as un pénis. À la machine à café, dans une cour de récréation, dans ta vie de couple, dans tes relations amicales, t'es pas obligé de t'imposer plus que ça parce que t'as un pénis. C'est tout un conditionnement de la compétition, de la comparaison en tout cas de mon point de vue, que nous hommes on a été éduqués, tu vois, parce que pour être meilleur, il faut être meilleur. Donc pour être meilleur, faut bander plus dur, faut avoir une plus grosse, etc. quoi. Pour être meilleur, faut écraser l'autre. Et très souvent dans les relations professionnelles ou amicales, je sais pas si t'as déjà vécu, il y a cette fameuse phrase qui est sortie, ces deux-là, ils font un concours de bites. C'est l'expression pour savoir qui est le plus fort, qui va gagner, qui a la plus grosse. Ouais, qui a la plus grosse, mais au-delà de qui a la plus grosse, c'est parce que t'as un pénis, tu vas vouloir imposer ta voix, gagner tel dossier. Mais par exemple, des femmes en compétition n'aura jamais la phrase, c'est un concours de chatte. Nous, les hommes, on l'a parce qu'on est toxiques. Nous, les hommes, on l'a parce qu'on est toxiques et qu'on veut forcément dépasser l'autre. Et même dans les relations amicales, tu vois, dans les groupes de mecs, potes, tu remarques très vite qui sont les leaders, qui sont les suiveurs, qui est plus à l'écoute, qui est plus proche de qui. C'est un truc que je fais souvent, moi, dans les groupes d'amis, d'observer. J'observe souvent. Comment les échanges se font, les places, on va dire. La hiérarchie. C'est un truc que j'observe beaucoup. Avant d'arriver peut-être sur ta BD dans Je bande donc je suis, tu l'as introduit en parlant que t'es parti de tes erreurs et tu parles notamment du porno. Le porno, c'est le plus gros problème dans notre sexualité, nous les hommes. J'ai eu besoin d'écrire ça dans le livre. Vraiment, j'ai eu besoin de l'écrire et je ne le regrette pas. Mais en l'écrivant, quelques années plus tard, j'ai fait une petite marche arrière. Je t'explique. Ouais. Au moment où je l'écris, depuis des années, j'étais anti-porno. J'en ai énormément consommé, puis anti-porno. Et là, on va dire depuis plusieurs mois, 1 an, tout ça. Si quelqu'un veut regarder du porno, s'il veut se masturber sur du porno, soit. Essaye de regarder du porno éthique, tant qu'à faire. Mais c'est ton choix, t'as le droit. Donc, tu peux t'amuser avec du porno si tu veux. Moi, je sais que par exemple, j'en mate plus. Ça fait facilement 10 ans que j'en ai pas maté. Mais t'as le droit, tu peux, amuse-toi. Comme j'ai dit, essaye de faire du porno éthique et pas du porno chelou. Ça en rentre dans les détails, mais s'il y a des gens qui sont trop jeunes, parce que parfois dans le porno on prend des gens qui ont 20 ans, mais qui physiquement donnent l'impression d'en avoir 15. Donc si tu peux ne pas regarder ce type de porno, du porno inclusif, pas violent, c'est génial. Ouais, il existe des plateformes en plus maintenant. Quoi ? Il existe des plateformes maintenant. Il existe des plateformes, il y a beaucoup de réalisatrices, et c'est important de souligner, réalisatrices. Ça aussi, qui se sont investies et qui en réalisent. Donc, il y en a, servez-vous, il y en a. Il y a du porno cool et respectueux, masturbez-vous dessus.
Mais après, je trouve que trop jeune, trop vite, on a été confronté à des images de sexe violentes. T'as 11 ans, les premiers pornos que tu regardes, c'est centré qu'autour de l'homme et de son gros sexe qui pilonne la femme, qui hurle, et c'est fini. Le sexe oral ne tourne qu'autour de l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme qui reçoit une fellation. S'il fait un cunnilingus, c'est très rapide. Et en fait, le plaisir de l'homme, pour que l'homme atteigne son plaisir, il doit se servir de la femme. En fait, le porno nous a pas appris que c'était un travail d'équipe. Il nous a juste appris que la femme était un objet. L'homme a besoin de prendre son plaisir, il pilonne de manière hargneuse, la femme elle grogne, et c'est bon, l'homme a pris du plaisir. Le porno nous a, en fait, c'est cette notion d'esprit d'équipe, que ça se fait à deux. L'amour, ça se fait à deux. Et ça nous a pas éduqué sur la notion de partage et d'écoute. Donc quand t'as été éduqué avec ça, parce qu'on parle pas de sexualité dans notre société, à part quelques familles, tout ça, mais quand on a été éduqué à ça, toi, à 11 ans, à 13 ans, à 17 ans, tu crois que c'est la normalité. Et on peut même pas nous en vouloir. On croit que c'est la normalité. Donc quand t'as tes premières relations sexuelles, forcément, t'imites. Et les enfants, dans leur vie, que ça soit à la maison, avec les amis, tout ça, fonctionnent sur cette notion de mime. Par exemple, j'ai vu ma mère être gentille avec la boulangère, moi aussi je vais être gentil avec la boulangère. Ouais, s'identifie. J'ai vu mes parents dire bonjour et au revoir quand on monte dans un ascenseur, je fais pareil. Toi, en tant qu'enfant, tu es seul face à un écran. Surtout que le porno, tu le regardes seul. Et c'est normal de le regarder seul. Regarder ça avec ses parents, ça serait très très et voire illégal. Mais vu que tu regardes ça seul, et vu que tu regardes en plus seul une action violente, quand tu vas devoir faire la même chose, tu vas t'identifier. Tu vas t'identifier à ce mec égoïste que t'as vu un soir seul dans ta chambre sous ta couette. Le porno nous a éduqués, pas de la meilleure des façons. Je t'entends dire plaisir, pilonner, tout ça. Et justement, est-ce que c'est pas une fausse... Moi, j'ai l'impression que la sexualité masculine, elle est pauvre, tu vois. Quand on entend que pilonner, etc., et c'est ce que j'entends des femmes des fois, etc., qu'il y a vraiment quelque chose de phallocentré. J'ai l'impression que le plaisir masculin, il est pauvre en fait, et il y a beaucoup de choses de plus à ouvrir. Et est-ce que en montrant peut-être justement pas des modèles, des identifications à d'autres plaisirs, à un vrai plaisir finalement, comme ce que tu fais à travers notamment ton livre, est-ce que c'est pas ça aussi là une des clés? J'ai fait exprès d'utiliser le terme pilonner, et je vais te dire pourquoi. Parce que dans le porno, c'est pas pénétrer, prendre du plaisir, l'échange, on s'est aimé, non, c'est pas ça. Le porno, c'est violent. Je déboîte, je pilonne, je désingue. Et c'est important. J'essaye pas d'être familier ou d'être vulgaire. C'est juste que le porno nous a appris. Le porno nous a appris quelque chose de violent et vulgaire. Il nous a pas appris la douceur. Si par exemple je te parlais de films ou de livres plus intelligents, qui parlent de sexualité, et même sexualité libre, je n'utiliserai pas ces mots. Tu vois, l'Empire des Sens, si on parle de l'Empire des Sens, par exemple, je te parlerai pas de pilonner. Mais dans les films porno, il y a ce côté vulgaire. Donc c'est ça, donc oui, c'est pilonner vulgairement. Et oui, la sexualité des hommes, elle est extrêmement pauvre. Et c'est ce que j'ai remarqué avec les femmes sur mon livre. Les femmes me disaient, mais énormément de femmes qui ne se connaissent même pas. Il y avait 2 points. Le premier point, c'était, ils ont une érection, ils nous pénètrent, ils éjaculent, c'est fini. Et après, quand tu détailles, c'est pas ils ont une érection et à 2, on joue avec son sexe. Par exemple, des caresses, sexe oral, non. C'est, j'ai une érection, je dois vite rentrer. Donc déjà, il y a des femmes qui me disaient, mais moi, un sexe dur, je l'aime bien, j'ai envie de jouer avec. Non, c'était pas possible. Il a une érection, il veut pénétrer. Et une fois qu'il pénètre, il fait le lapin du Racel, tu vois. Il rentre. Il y a même pas de caresse, il y a même pas de pause, il y a même pas de main sur les fesses, il y a même pas de caresse sur la joue, il y a même pas de bisou dans le cou. Non, il est juste là. Il pénètre, il a éjaculé, il sort, il se met sur le côté, il va prendre une douche, il dort, c'est fini. Et après, il y avait aussi les femmes qui développaient et qui disaient, il y a ce côté, quand on fait l'amour avec un mec, t'as l'impression qu'il se regarde.
Il est pas dans l'échange, il est pas dans l'écoute, il est pas dans l'attention. Non, c'est juste lui. T'as l'impression qu'il fait l'amour seul. Et à partir du moment où j'entends ça, j'entends pas ça de 10 femmes, hein. J'entends ça de dizaines et dizaines de femmes. Tu te dis qu'il y a un véritable problème avec notre sexualité. Et je le développe dans le livre. Quand je dis comment bien faire l'amour, messieurs, et que c'est pas une question de taille, tout ça, c'est une question d'attention. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, en fait, bien, quand ça se passe bien au lit avec un homme, c'est un homme qui est à l'écoute. Tu vois, qui est à notre écoute, qui est à l'écoute du moment partagé à deux. Qui est à l'écoute du moment partagé à deux. Et que comment je vais me cambrer, comment je vais me tourner, comment je vais réagir, par exemple, s'il met sa main sur ma cuisse. Donc c'est un mec qui est à l'écoute et qui est attentionnaire. Tout ça fait que crescendo, on va vers plus de plaisir. Donc la sexualité des mecs est un peu pauvre, elle est même très pauvre, et je vais être honnête avec toi, avant d'écrire ce livre, je n'en avais pas conscience. Mais vraiment. Donc c'est assez fou, hein. Donc dans les faits, ça fait à peine 3-4 ans que j'en ai conscience. Et c'est grâce à mes recherches, et grâce à mes recherches féminines. Quand je parlais avec des femmes, donc je leur dis, c'est un peu triste. Ah oui, quand je dis c'est un peu triste, je me mettais aussi dans le lot, hein. J'étais pas exclu, c'est-à-dire j'étais aussi dans le lot des mecs qui font mal l'amour, clairement. Parce que si tout passe par notre sexe et notre éjaculation, c'est un peu con. Et c'est là que des femmes ont commencé à me dire, il y a un truc qui est génial. Il y a un truc qui est génial à proposer à son mec, à son amant, à son plan d'un soir, c'est de faire du sexe non pénétratif. Ces femmes, elles me disaient, c'était pour éduquer l'homme. Elles me disaient, c'était des femmes qui en plus adoraient la pénétration. Hein. Mais elles me disaient un peu pour former l'homme, faire plusieurs épisodes de sexe non pénétratif. Et à partir du moment où il y a du sexe non pénétratif, l'homme, il est obligé de faire fonctionner un peu son imagination et ses méninges. Qu'est-ce que je vais faire de mes mains? Qu'est-ce que je vais faire de ma langue? Qu'est-ce que je vais faire du corps de l'autre? On va jouer, on va prendre du plaisir, on va même jouir sans la pénétration. Ces femmes me disaient, la première fois qu'elle proposait aux hommes, les hommes étaient un peu perdus. Ah, mais qu'est-ce que je fais de ma bite? Elle dit, mais ta bite, on va jouer avec. Elle dit, mec, je vais te sucer, tu vas me caresser avec. Mais c'est juste que tu vas pas me pénétrer. Parce que la seule chose que vous cherchez, c'est nous pénétrer. Et après, il y a plus rien. Et c'est en ça que je parle du sexe non pénétratif qui, en termes d'éducation, peut être génial. Peut être génial parce que tu te déconnectes de la pénétration, tu te déconnectes de ton sexe et tu vas te concentrer sur l'autre. L'amour, ça se fait à deux, c'est un partage. Donc, tu vas te concentrer. Et c'est une fille que j'avais interviewée, elle m'avait dit, moi, les mecs avec qui ça s'est mieux passé au lit, c'était les mecs qui étaient attentifs, qui étaient attentionnés. Et les mecs qui sont attentionnés, elle me dit, mais c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'ils réinventent leur sexualité, ils réinventent la sexualité à deux, la sexualité hétérosexuelle. Ils vont penser à toutes ces petites choses qu'ils avaient négligées. Toutes ces petites choses qu'ils avaient négligées. Les câlins, le massage, la prise dans les bras, le sexe oral, tout ça, il l'avait négligé. Des filles, elles me disaient, ouais, mon mec, il me fait un cuni, mais il fait un cuni qui doit durer 30 secondes et après, directement, il veut soit que je le suce, soit que je le pénètre. Alors, ils disaient, putain, c'est chiant. Donc oui, la sexualité des hommes est triste. Parce que oui, il faut prendre son temps et il faut pas directement chercher à pénétrer, messieurs. Il y a plein d'autres choses. Et ça, moi, je l'ai appris sur le tard. C'est-à-dire, je l'ai appris, je suis pas en train de me faire le dieu du sexe, où depuis 20 ans, il sait ça, hein. Je suis un gros tocard, et il y a encore 5 ans, je le savais pas. Mais on apprend à partir du moment où on accepte d'apprendre. Donc oui, la sexualité des hommes hétérosexuels est triste, parce qu'elle manque d'imagination, elle manque d'ouverture, elle manque de partage. Et elle est triste aussi parce que cette sexualité, elle est extrêmement égoïste. Les hommes ne se remettent pas en cause. À aucun moment, la plupart vont se demander qu'est-ce que ma copine attend, qu'est-ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle prend vraiment du plaisir, est-ce qu'elle prend du plaisir avec mon sexe ou est-ce que je devrais peut-être le déconnecter et penser plus aux caresses, aux câlins et autres. Mais pour que la sexualité de ces mecs, on va dire hétérosexuels, change, il faudrait qu'il y ait une remise en question. Et est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Parce que se remettre en question dans le lit, c'est aussi se remettre en question dans la vie. Pour être moins égoïste, être plus dans le partage. Et est-ce que ça, ils sont prêts à le faire? Je ne sais pas. Je vais pas dire je ne crois pas, je vais plutôt dire je ne sais pas. C'est en ça que c'est triste parce que oui, l'intime est politique et l'intime reflète comment on se comporte au quotidien.
si les hommes étaient plus à l'écoute et moins égoïstes, il y aurait moins de problèmes dans leur vie, dans la vie conjugale, dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle, tout ça. Oui, c'est effectivement toujours assez troublant de faire le parallèle comme tu le dis depuis le départ, dans l'intimité et dans la vie au quotidien. Qu'est-ce que ça vient refléter? Qu'est-ce que ça vient révéler? Et t'en as parlé tout à l'heure de ta première BD qui s'appelle Moi et elle, qui est sortie il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu avais envie d'apporter en plus ou de différent peut-être par rapport à ce premier bouquin, Je bande donc je suis? Qu'est-ce qui c'était quoi ce projet? Comment il est venu? Ce projet de BD, j'ai commencé à l'écrire bien avant d'avoir écrit Je bande donc je suis, ou même bien avant d'avoir écrit d'avoir créé plutôt ma page Instagram. C'est vraiment mon premier projet dans mon histoire professionnelle en lien avec la sexualité, moi et elle. Et ce qui vraiment me touchait le plus et que je voyais autour de moi, c'était le culte de la performance. Je parlais pas encore à l'époque, parce que je commençais à bosser dessus il y a longtemps, on parlait pas encore de virilité toxique, tout ça. Moi, c'était vraiment le culte de la performance avec cette BD que j'ai voulu aborder. J'ai voulu aborder dès le départ et qui m'a poussé. Le culte de la performance, être fort, être puissant, être valide, être bien jugé et noté par nos congénères. Et à travers le culte de la performance, j'aborde la personne qui n'est pas comme les autres. Ce mec qui a du mal à séduire, ce mec qui perd sa virginité tard, ce mec qui est gauche, ce mec qui est maladroit, ce mec qui se pose énormément de questions et qui est perdu. C'est un peu une synthèse de tout ce qu'il y avait autour de moi. Ce que moi, par exemple, j'ai pu vivre, mais pas que moi, hein. Ce que des amis ont pu vivre, ce que des connaissances ont pu vivre, ce qu'on m'a rapporté. Et j'ai vu que c'était pas simple de répondre à des normes, surtout dans notre société où à partir du moment où on n'est pas comme les autres, on est jugé différemment. C'est-à-dire un mec avec son groupe d'amis, si à 20 ans il est toujours vierge, on va se poser plein de questions et on va le dégrader. Si en soirée il arrive pas à repartir avec un numéro, ou s'il a pas embrassé une fille sur la piste de danse et que ses copains l'ont fait, ben lui il est comment? Ben il est triste. Il est triste parce qu'il aimerait juste faire comme tout le monde et être comme tout le monde. Et cette société où on prône la vie à deux, on prône le cul, on prône le sexe clairement, et à partir du moment où on rentre pas dans les cases, comment on est. Et c'est ce que j'ai voulu traiter moi avec cette BD. Et en fait, pour moi, le culte de la performance, où il est le plus dangereux pour les hommes, c'est d'un point de vue social et psychologique. Psychologique parce que c'est ce qui se passe dans ta tête, et social parce que c'est avec les autres hommes. Comment je me situe par rapport aux autres mecs socialement, mon rang social? Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce qu'ils vont me considérer comme quelqu'un de fort, de marrant, de puissant, de pas stupide? Est-ce qu'ils vont considérer que je suis un dragueur, un séducteur, et donc j'ai beaucoup de copines? C'est en ça que pour moi, pour les hommes, c'est important d'avoir beaucoup de conquêtes. Et c'est là ce qui est vicieux. C'est pas pour soi ou c'est pas pour les femmes. C'est pour ce que les autres hommes vont penser de nous. Est-ce que par rapport aux autres hommes, mon rang social va être élevé ou bas? Et c'est totalement horrible. Donc le culte de la performance, hein, chez les mecs, toujours selon moi, c'est vraiment, si je me fais une échelle sociale imaginaire, c'est où je suis. J'ai 5 amis proches où je me situe par rapport à eux. J'ai 4 collègues avec qui je m'entends bien où je me situe par rapport à eux. Dans mon club de rugby où je me situe par rapport aux autres mecs. Et j'ai une copine en 1 an ou une en 2 ans, mais lui il enchaîne. Ah ben lui c'est un vrai mec. C'est ce qu'on va penser. C'est ce qu'on va penser. Ou bien si on fait un match de foot et qu'un mec me met un coup de coude, est-ce que je lui réponds ou je lui réponds pas? Si je lui réponds pas, je passe pour le faible. Si je lui réponds, je passe peut-être pour le nerveux, mais au moins je passe pour celui qui se fait pas marcher sur les pieds. Donc le culte de la performance nous détruit et nous mine et nous ronge. Parce qu'on est toujours là à se comparer par rapport aux autres mecs. Et c'est là que on se compare, même si on se comparait d'un point de vue intime. Soit, c'est même pas d'un point de vue intime.
c'est d'un point de vue relationnel et social dans la vie de tous les jours. Le mec, il m'a coupé la priorité au stop, je lui casse la gueule, je l'insulte, je fais quoi? Eh ben, si je me tais, est-ce que je suis pas un faible? Mon patron me gueule dessus et me demande de rendre les dossiers. Est-ce que je suis un vrai mec et j'ose démissionner, j'ose chercher un autre boulot? Et là, on va se dire, ah ouais, mais si je fais ça et je me plante. Et donc, on va avoir une image de soi un peu dégradée en se disant, je suis pas courageux. Et donc, ce culte de la performance, je voulais absolument écrire dessus et le lier à la sexualité pour moi parce que c'était une thématique intéressante. D'où cette BD. Et dans cette BD, il y a cette fameuse virginité. Est-ce que si je la perds tôt, je suis un mec trop fort? Et si je la perds tard, est-ce que je suis pas un tocard? Et j'aimais bien commencer par la virginité parce que tout le monde en parle. Collège, lycée, quand t'arrives à la fac, t'es puceau, t'es pas puceau, tu l'as perdu comment, avec qui, et depuis t'as encore des copines. Il y a celui qui est tout fier de dire, ah ben moi je l'ai perdu en 4e, et celui qui l'a perdu tardivement, ben lui il n'en parle pas du tout, et il ne dit rien, et il met ça sous le tapis, et cette virginité qu'on met un peu sur un piédestal. Déjà, faut la perdre en ayant pénétré, je trouve ça dingue. Donc, si un homme a pénétré, il l'a perdu. Si une femme s'est fait pénétrer, elle l'a perdu. Mais si on prend par exemple de femmes lesbiennes, et si quelqu'un a fait l'amour sans pénétration, ça veut dire quoi? Donc, c'était forcément la pénétration, et il faut forcément la perdre avant ses 18 ans. Je trouvais ça lourd et embêtant. Et donc, c'était bien d'écrire dessus. En tout cas, moi, ça m'intéressait. C'est venu à moi naturellement et j'avais envie de travailler dessus. Et tu nous parlais d'un lecteur de 75 ans tout à l'heure. T'as eu d'autres retours? Ça fait quoi aux hommes de lire tes bouquins, cette BD? Ça leur apporte quoi? Qu'est-ce que t'as comme retour? Je te parle du côté jouissif. Le côté jouissif avec cette BD, moi et elle, c'est quand des hommes la lisent et de manière très honnête et très sincère me disent « je me reconnais ». Là, mec, hein, c'est la plus belle des victoires. C'est là, je reconnu dedans. Voilà, ben merci. C'est la plus belle des victoires. Tu te dis, j'ai pas écrit n'importe quoi. Je n'ai pas, clairement, on va se dire clairement, j'ai pas écrit de la merde. Ce que j'ai écrit, c'est vrai. Je me suis pas perdu et je parle à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est super important. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit que ça leur faisait du bien, parce qu'en se reconnaissant, ça leur fait du bien de pouvoir mettre des mots et des images dessus. Le lecteur de 75 ans, mais il était très ému. J'ai fait lire à des amis hommes, à des amis femmes aussi. J'ai fait lire à des amis hommes les premiers chapitres. Après, je me suis arrêté et je me rappelle un pote, on était en train de déjeuner, il lit, et là, il lève la tête, il regarde et il me dit, c'est moi qui aurais pu écrire ça. Il a, mec, c'est moi totalement. Et ouais, ça fait toujours du bien dans une expérience, dans un vécu, quand quelqu'un met des mots dessus. Ça peut être une autre thématique, par exemple, ça pourrait être sur le racisme, sur les violences intrafamiliales. Le fait que quelqu'un mette des mots dessus, et là aussi des images, je pense que ça fait du bien de visualiser, de se projeter, de dire « Ah, je suis pas seul. Moi aussi, j'ai vécu ça, je me suis reconstruit, je suis allé au-delà, mais je ne suis pas seul. » Et ça fait du bien. Ça fait du bien de le savoir à beaucoup d'hommes. Moi, je sais que ça leur fait du bien. Il y a un homme lambda, parce que je suis pas un homme extraordinaire. Je suis pas allé sur la lune, je suis pas millionnaire, tout ça. Ça leur fait du bien d'avoir un homme comme eux, lambda, avec ses qualités et ses défauts, et même avec beaucoup de défauts, qui écrit sur cette thématique et qui permet d'aller plus loin. En fait, qui permet d'aller plus loin et de se dire il y a un autre chemin qui est possible. Il y a un autre chemin plus bienveillant qui est possible. Mais je sais quoi, moi il y a beaucoup d'hommes qui se sont reconnus et je vais même te dire un truc très personnel. Ma psy a lu mon premier livre. C'est parce qu'elle a voulu me soutenir. Et son mec l'a lu. Et quelques jours après la lecture, son mec, il est venu la voir et il lui a dit, elle lui avait pas dit que c'était un patient, elle avait dit que c'était une connaissance pour respecter la confidentialité. Exactement. Et il a dit, tu diras à ton ami qu'il est dans le vrai. Et là, j'ai fait mic drop, tu vois, mic drop. Allez hop.
Moi Et ça me touche. Sans faute de modestie, mon côté auteur, ça me touche que les gens se reconnaissent. C'est parce que je me dis, j'écris pas n'importe quoi. Et comment t'as été accueilli par les maisons d'édition, que ce soit pour Je bande donc je suis, pour Moi et Elle, comment d'évoquer toutes ces thématiques qui à l'échelle, on va dire sociétale, restent assez récentes, tu vois, ou nouvelles. Comment t'as été accueilli? J'ai été très bien accueilli parce que faut savoir que y a pas beaucoup de mecs qui écrivent sur la sexualité, sur le ressenti des hommes. Il y en a vraiment pas beaucoup chez Maison d'édition. Il y a beaucoup de femmes et c'est génial. Et après, les hommes qui vont écrire sur cette thématique, ils ont la casquette professionnelle, c'est-à-dire il est anthropologue, il est psychiatre, mais qu'un homme lambda écrit sur la sexualité des mecs et leurs problèmes et leurs ressentis, on n'a pas beaucoup. Donc j'ai vraiment été bien accueilli. Donc l'accueil a été excellent. Après, c'est plus dans le travail. Quand j'écrivais certaines choses, faut savoir que l'édition, c'est un milieu qui est très féminin et c'est super. Et donc les éditrices, quand j'écrivais certaines choses avec leur assistante, elles n'y croyaient pas. Elles me disaient non, t'abuses, c'est pas possible. Je dis si, c'est ce que ressentent les mecs. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Le fait qu'un homme perd sa virginité tard, s'il a 16 ans, 18 ans, 24 ans, ses potes, ses amis mecs, c'est totalement toxique. Il va avoir cette fameuse blague, en fait t'es gay. En fait t'es gay. Et c'est un truc qui revient souvent chez les mecs. Et moi, j'ai interviewé énormément de mecs de différentes couches sociales et ils me l'ont tous confirmé. Donc, c'est pas du flan. Et je sais que l'éditrice et ses assistantes, en tant que femme, ils disaient, mais non, c'est pas possible que vous soyez aussi bête, aussi con. Je dis, mais bien sûr que c'est con, bien sûr que c'est homophobe, mais c'est totalement réel. Donc, dans le travail, j'ai quand même dû me battre. Hein. Quand je dis me battre, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai quand même dû montrer patte blanche pour leur expliquer un peu le mode raisonnement des mecs. Parce qu'il y a certains points, ils me disaient, mais non, c'est pas possible que vous pensiez comme ça, vous êtes pas aussi bête. Je dis, en rigolant, si on était plus intelligent, il y aurait moins de viols et moins d'agressions. Et donc, l'accueil a été excellent. Le travail en soi des livres, très bien. Franchement, très bien. Il y a juste certaines parties où parfois, il y a eu échange où on a dû échanger et vraiment pour que ça soit bien compris et même pour elle. Mais oui, l'accueil en maison d'édition, honnêtement, pour mes 3 livres, super. Il y a sur mes 3 éditrices, il y en a 2 qui sont devenues des amies et la 3e, je m'entends super bien avec elle. Donc chouette. Donc franchement c'est chouette. Il y a même la première maison d'édition, si elle n'avait pas fermé parce qu'ils ont fait faillite, je repartais sur un nouveau bouquin. Et une autre maison d'édition, ça s'est tellement bien passé que je repars aussi sur un nouveau bouquin. Donc c'est qu'elles ont apprécié de travailler avec moi et que moi j'ai apprécié de travailler avec elles. Et la rencontre avec Maximilien, qui est le dessinateur, elle s'est faite comment? Ah, Maximilien, mon gars. Ce mec, on doit se connaître depuis 4 ans, mais en 4 ans, c'est devenu un ami extrêmement proche. C'est un mec génial. Et ça m'a fait du bien de rencontrer ce mec-là parce que grâce à lui, j'ai vraiment vu qu'une autre masculinité était possible. Mais vraiment, dans l'exemple, tu vois, dans l'exemple. Parce que c'est bien beau de lire le livre, je l'adore, hein. Tu vois, c'est bien beau de lire les livres de Florian Voros et Martin Page, mais c'est un peu des icônes. Là, avoir un mec au quotidien avec qui tu vas boire un verre, avec qui tu vas te balader, avec qui tu fais du vélo, et de voir qu'il se comporte bien, qu'il est respectueux, qu'il est tolérant, tout ça, le voir par l'exemple, pour moi c'était génial. Et en plus, il est plus jeune que moi, donc c'était top. En fait, avec Maximilien, on a un ami en commun. Moi, c'était dans une rédaction où je bossais. Il y avait un ami qui est toujours un pote qui s'appelle Joachim. Je lui parle et je lui dis que je bosse sur un projet de BD. Il me dit, est-ce que je peux le lire? Moi, c'est un pote avec qui je m'entends bien. Je dis, vas-y, mon gars. Je lui fais lire la BD. Et il me répond une semaine après. Il me dit, Karim, j'avais écrit les premiers chapitres. Il me dit, j'ai lu les premiers chapitres et j'ai adoré. Je fais merci. Et après, il me dit, je l'ai fait lire à un ami. En rigolant, je lui dis, je vais te défoncer. Et là, il me dit, mon pote est aux Arts Déco. Et après, il me dit, mon pote est aux Arts Déco. Je fais, ok, je me calme. Et il nous a mis en contact. Donc au départ c'était par mail, puis on se rencontre, puis on échange, puis on parle.
Parce que même s'il a lu la BD Maximilien au départ et que c'était pas encore prévu qu'il bosse dessus, on voulait plutôt s'appréhender. Donc durant à peu près 1 an, on a beaucoup échangé lui et moi, texto, mail, appel, on s'est vus. Et au bout d'1 an, on a fait c'est bon, on y va, on bosse ensemble. On a vraiment, tu vois, eu besoin de s'apprivoiser. C'est très important pour nous parce qu'une BD c'est pas anodin, c'est un boulot de 2 ans, c'est un boulot d'équipe. On pouvait pas y aller sur un coup de tête, sinon ça aurait fini à la poubelle. On a préféré intelligemment prendre du temps pour se sentir l'un et l'autre. Les attentes, les espérances, tout ça. Et dès que vraiment toutes les étoiles étaient alignées, on a dit on se lance. Au départ, avec Maximilien, on est un peu suicidaire. On voulait le faire en auto-édition. Moi, faire un projet en auto-édition, je n'ai aucune rigueur. Je suis un mec avec le moins de rigueur sur Terre et je voulais faire en auto-édition. Suicidaire. Et mais via ma page Instagram, je parlais un peu de la BD, je mettais quelques dessins de Max. Et les éditions Le Duc qui sont venus me chercher, qui m'ont dit, pareil que tu bosses sur une BD, on aime bien ta page, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je fais OK. Je leur envoie la première partie de la BD que j'avais préparée. Ils ont apprécié. Et après, ils nous ont dit, vous restez en auto-édition ou vous signez avec nous? Là, la question, elle se posait même pas. Bientôt. Tu m'étonnes. Et voilà, la BD, elle a mis 2 ans à se faire. Honnêtement, parce que la BD, j'ai écrit en 2 parties. J'avais écrit la première partie et j'attendais pour écrire la deuxième. Sur la première partie, il y a eu, tu vois, des petites corrections, mais vraiment des petites corrections. Sur la deuxième partie, j'ai bien été aiguillé par l'éditrice, que je salue Mathilde, parce qu'à un moment, fallait faire avancer le propos. Comme dans toute histoire, comme dans tout scénario, à un moment, faut faire avancer le propos. Et elle m'a aidé à faire avancer le propos. Et les dessins, ça a pris un peu plus de temps, parce que forcément, dessiner, ça prend plus de temps. Mais moi, par exemple, le scénario de Moi et Elle, je l'ai totalement fini il y a 1 an et demi. Et justement, sur cette question de sexualité masculine, la question me vient, comment on avance sur ce propos? Comment on avance sur ce propos? Pour moi, c'était important. Le héros dans la BD, il questionne beaucoup ses amis IES. Et c'était important, ou même de sa copine, de sa chérie, c'était important que l'une des réponses vienne des femmes. On fait du mal aux femmes, on vit avec elles. Donc je trouvais ça intéressant que le héros aille questionner les femmes pour essayer d'être moins con. En tout cas, je l'ai imaginé comme ça. Et c'est vrai qu'il échange avec des amis, il échange avec une chérie, il va voir un psy, parce que c'est important de faire un travail sur soi. Il va voir un psy, il va voir un sexologue. Et c'était important que moi, le héros, à un moment, il se questionne autour de lui avec des personnes qui pouvaient lui apporter des réponses. C'est-à-dire les femmes et les thérapeutes. Et qu'à un moment, il y a une prise de conscience, parce que les femmes n'ont pas à nous prendre par la main. C'est à un moment qu'il y a une prise de conscience pour dire ah ouais, là j'ai déconné. Peut-être que je vais m'investir. Au départ, il a une relation familiale catastrophique et à la fin de la BD, je spoil, avec son frère, ça se passe très bien. Donc les deux ont réussi à faire un travail pour se rapprocher, pour le bien, pour leur bien. Et donc oui, pour avancer, je pense que c'est important de se questionner. On pourrait croire que c'est simple, mais c'est important de se questionner pour aller chercher les réponses. Et pourquoi pas demander de l'aide autour de soi. Tu vois, c'est pas grave de demander de l'aide, hein. C'est pas grave de dire à une copine, à un ami, à une pote, est-ce que là j'ai déconné, est-ce que là j'ai mal fait, est-ce que tu penses que je pourrais faire autrement? Et petit à petit, on progresse. Et petit à petit, on va vers le mieux. Après, on fera toujours des erreurs, mais au moins on va vers le mieux. Sûr. Mais oui, c'est, pour moi, oui, je me répète, c'était important de questionner dans la BD les personnes qui peuvent t'apporter de l'aide. Et si tu vas avoir un autre mec qui est aussi perdu que toi, ben il va pas t'aider. Mais si tu vas avoir un psy, si tu vas avoir un sexologue, si tu vas avoir une pote, une amie proche, là ces personnes-là peuvent t'aider. Et aussi se livrer. Le héros se livre beaucoup dans la BD. Et faut se livrer, faut déballer, tu vois, faut lâcher, faut oser parler. Avec bienveillance, pas avec tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'écoute. Donc ça, je le dis vraiment, si vous avez des traumas, sélectionnez les personnes,
parce qu'il y a des gens qui n'ont absolument rien à foutre, et il y a des gens, même s'ils sont très gentils, ils n'ont pas la capacité parce que eux-mêmes ont vécu des traumas, donc faut les respecter. Mais c'est important de trouver les bonnes personnes avec qui parler. Et si c'est pas possible avec ta mère, si c'est pas possible avec ta pote, ben il y a les thérapeutes. Et en France, on a quand même la capacité avec avec les CMP de pouvoir rencontrer un psychiatre ou un psy gratuitement. Donc si à un moment autour de toi, il y a personne qui peut t'écouter, même s'il y a beaucoup de bienveillance autour de toi, hein, mais si les gens n'ont pas la force de t'écouter, homme ou femme, hein, ben va chercher de l'aide auprès des spécialistes. Mais c'est important, tu vois, à un moment de parler. Moi, je trouve que c'est important de parler. Si on en revient au cul, si à un moment au lit ça se passe mal, ben tu prends ta copine, tu vas boire un café, tu dis chérie, pourquoi ça se passe mal au lit. Voilà. Si ça se passe mal avec un collègue, même si vous devenez pas les meilleurs amis, à un moment tu vas prendre un café, pourquoi ça se passe mal. Et si dans ta vie t'es triste, ben t'essayes de comprendre. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde, c'est un long cheminement. Je dis pas que c'est facile, mais si tu peux, essaye de parler. Et ouais. Ouais, après, c'est un des gros conditionnements qu'on a reçu en tant qu'homme, de pas se livrer, parce que, se livrer, c'est faible. Et, moi, j'ai beaucoup de potes qui me disaient, j'ai du mal à parler parce que mon père parlait pas. Et mon père, il parlait pas. Mon père, il était là, devant la télé, venez, on va faire les courses, venez, on part en vacances, venez, on part au parc. Mais mon père, il parlait pas, il s'exprimait pas. Sauf pour gronder, tout ça. Mais les félicitations, les mots d'amour, tout ça, il parlait pas. Moi, j'ai un ami, il me dit, je cherche un signe d'amour de mon père. Je n'en ai pas. Il me dit, je n'en ai pas. Et même de ma mère, il me dit, je n'en ai pas. Donc on nous a pas appris à exprimer, à se livrer. Ah oui, sans raconter sa vie à tout le monde, hein. Mais on a beaucoup de mal dans notre conditionnement d'homme à exprimer ses doutes, ses faiblesses, ses peurs. Ses émotions, ses ressentis, ses sentiments. Oui. Et justement, la question du père. Toi, tu es père, si je me trompe pas. Ouais. Je suis papa de 2 enfants. Comment tu le vis comment tu le vis? Putain, je vais aller dans l'emphase, excusez-moi, mais pour moi, être père, c'est la plus belle chose sur terre. Mes enfants, c'est la plus belle chose que j'ai eu, que j'aurai. Mes enfants, je les adore. Ils sont tout pour moi. Et c'est magique d'être avec eux. N'empêche que parfois je suis con, parfois je gronde, parfois je me mets en colère pour les bêtises, donc je m'en veux. Mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, mes enfants. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et après, j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai une mère j'ai une mère. C'est maintenant j'ai grandi, donc je sais pas si je parle au passé, mais si on parle par rapport à l'enfance, j'ai eu une mère très dévouée. Ma mère, s'il fallait chercher la lune, elle y serait allée, tu vois. Si à un moment ma mère fallait vider un océan pour ses enfants, elle l'aurait fait. Et donc j'ai toujours eu cet exemple de tout donner pour ses gosses. Et j'ai lu une fois une interview d'un homme qui disait tout donner pour ses enfants sans rien espérer en retour, c'est la plus belle marque d'amour. Parce que tu as fait pour eux, tu t'es donné pour eux, car tu croyais en eux et tu les aimais, et tu l'as fait gratuitement, parce que tu n'espères rien derrière. Et en fait, c'est ça. Je dis pas que je suis un père parfait, hein. Franchement, je dis pas que je suis un père parfait. Je dis même pas que je suis un parent, je dis même pas que je suis un bon parent. Mais pour moi, c'est important de tout faire pour que ces gosses soient heureux. Et ton dernier bouquin c'est qui s'appelle Être garçon, si je me trompe pas. Oui. Même dans tes autres ouvrages, il y a un côté très éducatif, je trouve. Ça vient comment en parallèle, tu vois, de ta paternité et de ces ouvrages? Est-ce que il y a un lien quelque part finalement? Oui, je vais dire forcément il y a un lien parce qu'en tant que père, tu fais le parallèle avec toi, comment t'éduques et comment t'es avec tes enfants. Donc oui, il y a un parallèle, il y a un lien qui est réel. Il y a aussi un lien par rapport à toi, comment tu as grandi. Tu te dis peut-être que j'aurais aimé qu'on me parle comme ça, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Par exemple, pour être garçon, le parallèle il est plus avec mon enfance. Si je devais aller chercher des exemples, même si c'est pas autobiographique, c'est loin d'être autobiographique, c'est plus j'aurais aimé qu'on se comporte comme ça, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Dans la gestion de la violence, dans la gestion des émotions, dans le début de la séduction, tout ça. J'aurais aimé connaître ça. Je pense que mes amis et moi on aurait aimé connaître ça. Et donc ce parallèle, il intervient ici.
Il intervient là. Il y a forcément du personnel parce que les mots que tu vas utiliser, soit c'est les mots que tu utilises toi au quotidien, soit c'est les mots que tu aimerais qu'on te dise. Donc être garçon, il a une valeur éducative et il a une grosse valeur éducative, mais il est lié à ma condition de père, c'est sûr. Et toi, finalement, à quel moment t'as fait une sorte de switch, j'ai envie de dire, de l'homme que t'étais avant, justement, en fait, conditionné par toutes ces injonctions patriarcales. C'est quoi c'est les femmes justement qui t'ont fait changer, ou c'est autre chose? Il y a eu un déclic? C'est les femmes, ouais, mais pas les femmes d'un point de vue intime, d'un point de vue amical. C'est les femmes et mes enfants. Je pourrais citer les longues discussions que j'ai eues avec Sarah, une amie, sur le rôle des mecs, sur le mal qu'on pouvait faire au quotidien, sur son longue discussion avec Sarah, par exemple. J'avais 33 ans, j'avais 34 ans, j'avais 35 ans. Et on fait le même boulot avec Sarah. Donc, quand on était au boulot, quand on était dans la vie de tous les jours et qu'on parlait, oui, elle me donnait des cours, limite. Sur pas comment se comporter, hein, mais plutôt sur l'inverse, sur tout ce que les mecs font de mal au quotidien aux femmes. Donc, je prenais conscience de la domination masculine, du privilège masculin. Et quand j'ai eu mes enfants, ça m'a ouvert les yeux sur tout le mal que le patriarcat pouvait faire. Et là, tu te dis, je veux pas que ma fille et que mon fils grandissent avec ces modèles-là. Mais ouais, les femmes ont une grande importance, mais vraiment les femmes d'un point de vue social, d'un point de vue amical et social. Et si je devais citer une personne, par exemple, ça serait Sarah. Les longues discussions avec Sarah, qui est une amie, qui me parlait de son histoire avec son père, qui me parlait de l'histoire avec les hommes quand elle avait 12 ans. Tu vois, à 12 ans, tu te fais harceler dans le métro et un mec te montre sa bite. Ses premières histoires amoureuses, de la domination au travail, tout ça. Et là, en fait, t'ouvres les yeux. Clairement, t'ouvres les yeux. Et après, et après, à partir du moment où je deviens papa, on essaye, j'ai bien dit on essaye de pas faire la même chose. De faire de son mieux, j'entends. De faire de son mieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société qui se polarise énormément dans tous les domaines, tous les niveaux, où aujourd'hui t'as soit l'homme qui reste coincé dans ce virilisme, voire on a le masculinisme qui pointe le bout de son nez, ou de l'autre côté t'as l'homme qui doit être féministe, qui limite trop s'efface peut-être même parfois, et que on va toucher ces limites, ces polarités-là, et comment on peut peut-être retrouver, je sais pas, la nuance, un juste milieu, un équilibre. Ça, désolé, j'ai pas la réponse. Moi-même, je suis perdu et moi-même, je me pose les mêmes questions. Ouais, il y a ces deux opposés. Même si l'opposé de l'homme, on va dire allié, mais qui peut-être s'efface, est plus positif que l'homme dangereux. Mais j'ai pas du tout la réponse et moi-même je suis perdu. Moi-même je suis ultra perdu. J'aime beaucoup ce que t'as dit, l'homme qui s'efface. Je suis dans une période, surtout avec le procès Mazan, où tu vois, j'ai tellement honte d'être un homme que parfois je me dis, est-ce qu'on devrait pas se cacher dans une grotte pour arrêter d'embêter tout le monde? Mais vraiment. Je l'ai dit à mon éditrice, j'ai dit, est-ce qu'on devrait pas se cacher dans une grotte, nous les mecs, parce qu'on fait tellement de mal? Donc, est-ce qu'il y a l'homme trop féministe, c'est l'homme trop viril et donc trop violent? Moi, là, je suis plus dans une phase où, franchement, l'homme, il devrait fermer sa gueule et se cacher dans une grotte. Parce qu'on a fait trop de mal. Et donc, je suis très perdu. En fait, actuellement, au moment où je te parle, je suis très perdu. Donc, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi répondre. J'ai pas le guide ultime. J'ai pas le guide ultime parce que la masculinité et le patriarcat est allé trop loin. C'est vraiment allé trop loin. Et comment on arrive à revenir en arrière ou à effacer tout ça,
dans mon esprit, en ce moment, c'est le flou. Vraiment, c'est le flou. J'aimerais apporter une réponse claire et belle et jolie et humaniste, mais je suis très perdu en ce moment. Je pense que t'es pas le seul. et j'attendais pas forcément une réponse toute belle. Peut-être justement on en est là, et c'est justement ne pas pouvoir y répondre complètement. C'est simplement le constat où on en est justement de ce cheminement. Parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce cheminement de trouver cette place, de se réajuster, de se déconditionner. On arrive bientôt à la fin de cet échange. Pour garder tout de même une note positive, même si j'entends, et merci de ce partage vulnérable de ce qu'on traverse sociétalement parlant. Je pense que c'est vraiment un des défis actuels. Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil, chose que tu fais à travers tes bouquins, mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire de ce côté-là? Ah là là, qu'est-ce que je pourrais dire? Assumer ses erreurs et le mal qu'on a pu faire et demander pardon sans chercher à être lavé et à redevenir une personne lumineuse. Si t'as fait une connerie avec un frère, un père, un voisin, une copine, une partenaire sexuelle, dire pardon. Déjà, je pense que la première chose, c'est dire pardon. Sincèrement, et ne rien attendre en retour. Juste dire pardon et assumer. Et après, c'est plus global et ça touche pas le cul, malheureusement. Mais c'est mon côté un peu bisounours, mais ne pas hésiter à partager le plus d'amour possible avec les gens que vous aimez. Votre neveu, votre ami de longue date, que vous voyez rarement, votre grand-mère. Moi, pour moi, en ce moment, c'est ça qui est très important. Le partage d'amour. Surtout que toi et moi, où on arrive à un âge, tu vois, on a 42 ans, nos parents, nos oncles, nos tantes, les amis de nos parents, ils commencent à être très vieux. Et ils commencent même à mourir. Et donc, on se rend compte que, on n'est pas éternel. Tu vois, à 20 ans, à 30 ans, quand ça se prenait des caisses dans les bars et que ça draguait, ça, on n'y pensait pas. Maintenant, à 42 ans, moi, je commence sérieusement à y penser. Et passer du temps avec les gens qu'on aime et leur dire, t'es une belle personne, t'es une gentille personne, tu m'as fait du bien. Je suis content d'être ton ami, je suis content d'être ton frère, je suis content d'être ta cousine, tout ça. Je pense que c'est important. Et si vous avez des enfants, les submerger d'amour. Amour psychologique, hein. Pas aller leur acheter des jouets tous les jours, hein. Mais si vous avez des enfants, leur dire que vous les aimez, que vous les estimez, que vous croyez en eux, c'est super important. Et je pense on a besoin de bienveillance. J'utilise énormément ce mot. Plus que tolérance, plus que respect de ça. On a besoin de bienveillance. Et si on fait en sorte d'être une personne bienveillante au quotidien, ça pourra toucher d'autres personnes autour de nous. Il y a la valeur d'exemple. Et je pense qu'on est arrivé à un point, en tout cas moi je suis arrivé à un point en mon âge où j'en ai vraiment besoin de bienveillance. J'en ai vraiment besoin. Mais ouais, je pense que c'est important. C'est important. C'est important de reconnaître ses erreurs et de se livrer auprès des gens qu'on aime. La bienveillance, de la douceur et de l'amour. Ouais, je pense que c'est... Ouais, beaucoup d'amour. Parce que l'amour, c'est pas que physique et c'est pas que sexuel et beaucoup d'amour. Et d'un point de vue sexuel, s'il faut en parler, d'être le plus ouvert d'esprit possible. Tu peux être pur hétérosexuel et être ouvert d'esprit, hein. Être ouvert d'esprit, ça veut dire respecter les autres, ne pas leur marcher dessus, ne pas les écraser, ne pas se moquer d'eux. Dans la sexualité, c'est être le plus ouvert d'esprit et tolérante possible. C'est important, ça aussi. C'est important. Yes.
Merci, Sainte-Paluche. Merci à toi. Donc on peut rappeler donc bon, je bande donc je suis pour l'instant, il est pas réédité, t'aimerais le rééditer si j'ai bien compris. Ah, j'adorerais le rééditer, mais faut que je trouve une nouvelle maison d'édition. J'étais très pris dernièrement avec la sortie de mes 2 BD. Mais surtout, on me le réclame beaucoup. Dernièrement, il y a un chercheur québécois qui fait sa thèse, qui m'a dit qu'il étudiait mon livre. Et qui m'a dit, ouais, j'aimerais excellent. bien. Il me dit, j'aimerais bien l'avoir. Je dis, il est plus édité, je suis désolé. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, donc j'aimerais bien trouver une nouvelle maison d'édition pour le rééditer. Et après, il y a mes 2 BD qui viennent de sortir, Moi et elle aux éditions Le Duc, sous le nom de Sainte-Paluche, et Être garçon aux éditions du Ricochet. Ça vient de sortir il y a quelques semaines. D'accord. Et t'as parlé, c'est ça que je voulais te poser tout à l'heure. T'as un futur projet? T'as un bouquin ou une BD dans les tuyaux? On m'a demandé un nouveau bouquin, donc je commence tranquillement à bosser dessus. D'accord. Bon, on suivra ça. Bien sûr. Bien, écoute, mais bonne continuation, bonne suite dans ces projets sur éclairer ces conditionnements qu'on a reçus en tant qu'homme. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt et merci énormément, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, à toi aussi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.